Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. 2019 a apporté avec elle son lot de changements. SMIC, tabac, carburant, on vous dévoilera les chiffres. On ira faire un tour au Pays de Beach pour voir comment se porte le tourisme. Ce sera avec mon invitée Corinne Gangloff. Bonjour. Bonjour Marie-Morgane. Vous êtes la directrice de l'Office de tourisme du Pays de Beach et avec vous on verra aussi les projets pour 2019. On en parle tout à l'heure. Salut Sandrine. Salut. Avec toi, on parlera des lieux préférés de nos internautes dans le Pays de Beach. C'est ça, tout à fait. Mais avant ça, on retrouve Laurie en direct de Sarralbe. Salut. Coucou Marie-Morgane. Il y a du mouvement sur le pont de la Sarre. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il se passe ? Alors oui, ce projet avance petit à petit. La 3e et la 4e poutre viennent d'être posées ce matin. Après la pose des poutres, les ouvriers devraient effectuer donc quelques réglages à partir de demain et s'attaquer à la soudure à partir de la semaine prochaine. Malgré les intempéries et le convoi de la grue qui avait pris du retard, les travaux de la partie métallique du pont devraient se terminer début février. Après ça, des prédales en béton seront posées sur la structure métallique du pont à partir de février. Merci Laurie et merci aussi à Uranie au cadrage. On retourne à Sarralbe dans un instant, mais avant ça, faisons un tour d'horizon de l'actu en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Le retour du nettoyage à sec. Les pressings des galeries marchandes Décora de Sarreguemines et Forbach étaient fermés depuis le mois d'octobre suite à une liquidation judiciaire. Un entrepreneur originaire de Blisbruck a repris les deux structures ainsi que le personnel. Quelques clients étaient déjà présents ce matin à l'occasion de la réouverture. Des cahiers de doléances dans les mairies. Née du mouvement des Gilets jaunes, cette initiative permet à tous les citoyens de faire remonter des remarques et revendications. Exemple à Sarralbe, où le cahier de doléances a déjà recueilli plusieurs commentaires. En complément, le maire invite les citoyens à 2 réunions publiques. La première aura lieu vendredi 18 janvier à 19 h au complexe François Mitterrand. Les Falcons tirent leur révérence. Le célèbre groupe de rock de Moselle-Est fera sa tournée d'adieu cet été. Créé en 1963, le groupe avait écumé les scènes de la région, avec aussi quelques dates parisiennes, jusque dans les années 70, avant de se séparer en 1974. Le groupe s'était recréé en 2003 et avait sorti un nouvel album en 2013. Cet été, leur tournée d'adieu les mènera à Forbach, Frémin-Merlebach, Saint-Avold, Sarralbe et Sarreguemines. La première des 4 poutres vient d'être posée sur le pont de Sarralbe. Chacune fait 30 mètres de long et pèse 16 tonnes. Aujourd'hui, en fin de journée, l'ensemble devrait être posé. Après l'assemblage des entretoises et le soudage d'ensemble, la charpente métallique du pont sera achevée. Les maçons prendront alors le relais pour réaliser la dalle en béton. Le Conservatoire municipal de Sarreguemines vous propose de plonger dans l'ambiance d'un bal du 19e siècle. L'apprentissage des danses de cette époque est une nouvelle activité proposée depuis hier. Polka, valse, mazurka, scottish, contredanse sont au programme. La première séance a commencé par le quadrille français. Les cours ont lieu un mercredi sur 2 de 19 h à 21 h. Les inscriptions se poursuivent. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Quel temps fera-t-il demain? Tout de suite les prévisions météo avec Sandrine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et pour demain, la matinée débute froidement avec des gelées généralisées de -1 à Metz à -4 à Beach. Et le décor devient enfin hivernal avec l'arrivée de faibles chutes de neige donnant une couche de 1 à 2 cm au milieu de la journée. Et en journée, les températures remontent entre 0 et 3 degrés. Demain, nous serons le vendredi 11 janvier, nous fêtons les Paulins. Le soleil nous accompagnera de 8h22 à 16h56. Et notre photo du jour a été envoyée par Charles Schaeffer, qui a réussi à immortaliser un écureuil qui cherche certainement à s'abriter du froid. Merci à lui pour cette jolie photo. Et si vous aussi vous voulez nous envoyer vos photos et surtout en cette période de début de première neige, n'hésitez pas à nous écrire par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou alors sur notre page Facebook.
je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. On revient sur le gros chantier de Sarralbe. Le pont détruit l'été dernier est toujours en travaux en ce début d'année, mais l'échéance approche, il devrait être achevé en juin 2019. On fait le point dans ce reportage. Le pont de Sarralbe encore et toujours en travaux. Depuis juin 2018, les opérations se succèdent. En octobre dernier, c'est les 2 piles du pont qui avaient été coulées. Aujourd'hui, la grue de chez Mediaco domine le chantier. Ces ouvriers ont été mobilisés, 3 de chez Bertol et 3 de chez Mediaco, dont un grutier et 2 chauffeurs. Leur mission, mettre en place les 4 poutres métalliques de ce pont. 2 ont déjà été posées hier. Le projet, qui a coûté près de 2,6 millions d'euros au département, devrait se terminer en juin 2019, une date qui approche de plus en plus. Et pour rappel, une passerelle a été mise en place pour les piétons. Les voitures doivent quant à elles emprunter la déviation par Caisse-Castel. Avant sa destruction, ce pont voyait passer près de 4500 véhicules par jour. Espérons que le nouveau pont ait autant de succès. Et nous sommes maintenant en direct avec Patrice Waro, le chef de chantier. Bonjour. Bonjour. Alors, en termes de délai, comment avance le chantier ? En termes de délai, le chantier avance plutôt bien. On a eu un tout petit peu de retard, mais on saura le rattraper. Et donc là, on est quasiment sur la fin de l'opération de grutage pour les 2 poutres de l'autre côté du chantier, côté rue de la Gare. Et donc là, il nous reste quelques entretoises à poser pour l'opération de grutage. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant ce chantier ? Les difficultés, c'est un petit peu de retard au niveau de la mise en place de la grue. Donc ça nous a pris une matinée. Voilà. Et à partir de maintenant, quelles seront les prochaines étapes ? Alors, les prochaines étapes, ça va être le réglage des 4 poutres entre elles. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer la phase de soudure. Merci beaucoup Patrice Waro. Voilà. Carburant, gaz, SMIC, revalorisation des retraites ou encore allocation, c'est le même rituel tous les ans. Qu'est-ce qui va réellement changer dès le 1er janvier ? On fait le point sur les grands changements dans ce reportage d'Uranie Tozic. La liste des changements est longue pour ce début d'année. Dans le domaine fiscal, il y a bien sûr le tant attendu prélèvement à la source, l'une des grandes mesures du gouvernement qui concerne 38 millions de Français. Rappelez-vous, début décembre, le Premier ministre avait annoncé le gel des taxes sur les carburants, une mesure entrée en vigueur le 1er janvier. À cela s'ajoute la suspension de la hausse des prix de l'électricité et du gaz jusqu'en juin, en réponse aux revendications des Gilets jaunes. Autre préoccupation, les salaires. Fin janvier, une hausse du SMIC est prévue, d'1,5%, passant le taux horaire de 9,98 € à 10,03 €, ce qui représente pour un 35 heures 1 521 € brut. Quant à la prime d'activité, une hausse jusqu'à 90 € est prévue dès le 5 février. Le domaine de la consommation, lui aussi, fait face à quelques bouleversements, avec par exemple l'augmentation de 8 centimes du prix du timbre vert et de 10 centimes pour le timbre rouge. Et cette nouvelle année voit apparaître la loi Egalim qui plafonne les promotions alimentaires à 34% du prix de vente aux consommateurs afin d'éviter de trop grosses promotions du type un acheté, un offert. Les retraites sont également au centre des changements, avec entre autres l'annulation de la hausse de la CSG. Elle concerne les petites retraites se situant entre 1 200 et 2 000 € par mois pour une personne seule et jusqu'à 3 000 € pour un couple. Pour le minimum vieillesse, une hausse est prévue à hauteur de 35 € pour une personne seule et 54 € pour un couple. L'environnement n'a pas été oublié, avec notamment l'interdiction pour les particuliers d'utiliser des pesticides et la revalorisation du chèque énergie. En effet, son montant devrait augmenter de 50 € et pourra être perçu par 2,2 millions de nouveaux ménages. Une aide pour régler les factures d'énergie ou certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du logement. Pour finir, un autre engagement du gouvernement est à souligner, la volonté d'une prise en charge à 100% des frais de santé dans le domaine de l'optique, de l'audiologie et du dentaire. L'année ne fait que commencer, il reste donc à voir si toutes les promesses seront tenues.
Il y a un autre changement qu'on n'a pas évoqué dans ce reportage, mais qui sera sans doute une mauvaise nouvelle pour les fumeurs. De nouveaux ajustements sur le prix du tabac sont prévus au cours de cette année. Plusieurs hausses successives sont planifiées tout au long de 2019 afin d'atteindre les objectifs du gouvernement. Qu'en pensent les principaux intéressés? Reportage. Comme toutes les années, 2019 marque son lot de changements, notamment avec une hausse du prix du tabac. L'augmentation du tabac, c'est pour ça qu'ils vont faire arrêter de fumer les gens. Je suis un petit fumeur, donc du coup ça va rien changer pour moi forcément. Au mois de janvier, une première augmentation s'applique seulement à certaines marques. Au mois de mars 2019, une augmentation de 50 centimes est prévue pour chaque paquet de cigarettes. Enfin, en novembre 2019, 50 centimes supplémentaires viendront s'ajouter au prix d'un paquet. Avec cette montée des prix, les alternatives à la cigarette se développent. On connaissait déjà la cigarette électronique, mais de nouveaux modèles apparaissent sur le marché, comme la cigarette sans combustion. C'est une nouvelle cigarette qui est sans combustion. Il n'y a pas de fumée comme la cigarette électronique, c'est pas quelque chose qui chauffe. Voilà, il n'y a pas de vapeur comme la cigarette électronique, il y a de la vapeur, ou cette cigarette-là, où ça chauffe tellement. Et d'ailleurs, quand on était fumeur, on sent que ça brûle. L'objectif du gouvernement étant d'atteindre 10 € d'ici 2020 pour le prix d'un paquet, l'alternative, pour beaucoup, reste de traverser la frontière et de se rendre en Allemagne, où celui-ci ne coûte que 6 €. Et l'une de vos résolutions sera peut-être d'arrêter de fumer et pourquoi pas de vous mettre au sport. D'ailleurs, des amateurs prennent leur pratique sportive très au sérieux. Avant de commencer leur saison, de plus en plus de clubs proposent à leurs licenciés des séances de préparation physique afin d'être plus performants tout au long de la saison. C'est le cas du Sprinter Club de Sarreguemines, un reportage de Guillaume Dumonteil. Ça fait 3 ans qu'on refait de la préparation physique en salle. Donc on fait une préparation le mardi soir en salle et on fait une préparation le samedi ou le dimanche en sous-bois selon la météo, maintenant si elle est défavorable. Donc ça permet de compléter des choses qu'on ne fait pas tout au long de la saison. Donc on fait du renforcement musculaire au niveau des cuisses, au niveau des membres supérieurs. Quand ils font que des compétitions, on ne travaille pas le haut. Et l'hiver, il faut s'entretenir en footing et un peu de musculation, du gainage et surtout les dorsaux, le abdos. La saison cycliste se déroule de mars à octobre et à partir de la fin novembre jusqu'au mois de février inclus, se déroulent ces séances de préparation physique. Elles sont animées par un membre du club, Raymond Schmitt, qui fut en 2010 champion du monde de duathlon, rien que ça. Fort de sa longue et riche carrière d'athlète de haut niveau, il connaît son domaine et adapte les séances en fonction des coureurs. S'il leur fait maintenant des séances, on va dire, sur route ou sur home trainer où il travaille le bas, dans les séances il fera plus de haut. Et inversement, si voilà, il fait des choses, on va dire, c'est toujours complémentaire et toujours en rapport avec le plan d'entraînement. Les résultats sont là, illustration avec l'évolution de 2 coureurs. Un qui n'a pas participé aux séances de préparation physique, l'autre si. Le coureur avait pris la masse musculaire, que l'autre qui n'avait pas fait ce travail n'en avait pas pris. Pareil au niveau de la position du vélo, je veux dire, n'ayant pas fait de gainage la période hivernale, il ressemble à des pentes désarticulées sur un vélo, alors que Quentin qui avait fait maintenant du gainage, il est vraiment bien positionné sur sa machine. Pendant les courses, on le remarque, tout au long de l'année, je veux dire, ça sert vraiment beaucoup, j'ai vraiment remarqué des progrès. Sa carrière sportive est désormais derrière lui, mais à 68 ans, Raymond Schmitt suscite encore l'admiration de tous avec ses impressionnantes capacités physiques. Je m'entretiens et en même temps, en m'occupant des jeunes, ça me motive et bon, je prends plaisir. Puisque personnellement, je n'ai pas d'enfant, alors je vais donner mon savoir-faire, je le donnerai aux jeunes. Dans un instant, on parlera du tourisme dans le pays de Bitche avec mon invité Corinne Gangloff et vous pourrez découvrir l'interview de début d'année de Pierre-Jean Didiot, le maire de Sarralbe. A tout de suite. L'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5 h du matin à 22 h. Les meilleures affaires, c'est chez Best. Ouverture exceptionnelle dimanche 6 et 13 janvier.
Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Chaque jour, on pose une nouvelle question à nos internautes sur notre page Facebook. Aujourd'hui, on s'intéresse au Pays de Bitche. Dans le Pays de Bitche, on trouve de nombreux endroits à découvrir et à visiter. Pour vous, quel est le lieu incontournable? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Sandrine, qu'ont répondu nos internautes? Alors, comme on l'a dit dans la question, à l'évidence, il n'y a pas qu'un seul lieu incontournable dans le Pays de Bitche, et c'est ce qu'a confirmé les différentes réponses de nos internautes. Pour commencer, Elodie et René ont pensé au même monument, la citadelle de Bitche, que l'on peut voir sur ces magnifiques images drones qui ont été réalisées par notre équipe. Et dans son commentaire, René ajoute également les ruines des châteaux alentours et les étangs. Alors Thomas et Alain ont pensé, eux, aux ouvrages de la ligne Maginot, comme par exemple le Fort Cassot à Rohrbach, mais Alain cite aussi les sites verriers et Notre-Dame de la Forêt. Alors Mathieu nous dit à Götzenbrück, avec sa célèbre tour hertzienne que l'on peut voir à des kilomètres aux alentours, et pour Dom, c'est l'église de Lingelsheim. Et enfin Samy nous écrit le rocher de Diane Altschlossfelsen à Roppwiller, et un merveilleux site à faire découvrir en famille, comme vous pouvez le voir sur cette image qui nous a été envoyée par Patrice Fischer. Et je me tourne maintenant vers notre invitée, alors Corinne Gangloff. Est-ce que vous pensez que cette liste est exhaustive, ou est-ce que vous avez d'autres lieux qui vous viennent en tête? Déjà, Sandrine, je trouve que cette liste, elle illustre bien les attraits touristiques du Pays de Bitche. Parce qu'en fait, le Pays de Bitche, s'il attire, c'est parce qu'il est multiple et qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, c'est vrai qu'on pourrait rajouter, elle est loin d'être exhaustive, parce que sur un petit territoire, on va avoir une large palette de sites à visiter, de choses à faire. Et là, je rajouterais les étangs de baignade, parce que cet été, ils ont fait vraiment un carton. Et qu'on a eu beaucoup de demandes sur cette thématique à l'Office de tourisme. Très bien. Et justement, quels sont les lieux les plus prisés par les touristes? Est-ce que c'est les lieux plutôt historiques, les loisirs? En fait, on va avoir, comme tous les territoires, notre tour Eiffel, et puis elle a été citée en premier par les internautes, bien sûr, la citadelle. Après, on va être tout ce qui est patrimoine militaire, verre et cristal, etc. Il y a beaucoup de thématiques, beaucoup de choses à faire, c'est vraiment très varié. Et donc, il y a énormément d'activités à faire, mais est-ce qu'il y a aussi une offre de logement pour les visiteurs qui souhaiteraient prolonger leur séjour? Oui, tout à fait. On a une offre de logement très étendue, on a une offre variée, comme pour les activités et pour les visites. On va avoir de l'hôtellerie pour tous les budgets, des petits budgets jusqu'au très haut de gamme. On va avoir 6 campings qui sont présents sur le territoire, avec aussi une offre variée, de l'hébergement chez l'habitant avec des chambres d'hôtes, des meublés, de l'hébergement insolite. On peut vraiment répondre quasiment à toutes les demandes. Et le tourisme a des retombées économiques pour l'ensemble du territoire. À quel niveau ? Les retombées économiques, on a travaillé dessus en partenariat avec l'Observatoire de la région Lorraine et l'Observatoire du département de la Moselle. C'était un travail assez important et conséquent. Ça nous a permis de voir qu'il y a de réelles retombées économiques liées au tourisme. Donc on a travaillé avec des consultants spécialisés qui nous ont fourni une matrice. C'est en fait un grand tableau Excel où il y a des formules de calcul. On part en fait de l'offre touristique du territoire, donc du nombre de lits qu'il y a sur le territoire. On ne s'en tient pas qu'aux lits marchands, c'est-à-dire hôtels, meublés, campings, etc. On regarde aussi les résidences secondaires, le nombre d'habitants, etc. Ça donne une offre globale de lits. On estime la fréquentation. L'étude des retombées économiques, c'est toujours une estimation. Donc on va estimer la fréquentation, on va faire une enquête dépenses pour connaître un peu les dépenses des visiteurs sur le territoire. On va saisir tout ça dans la matrice et on va pouvoir avoir le nombre de visiteurs à l'année. On est sur 482 000 visiteurs pour l'année 2017, qui se répartissent à 70% d'excursionnistes, donc qui vont être là à la journée, 30% de touristes qui vont passer au moins une nuit sur le territoire. Et ces flux de visiteurs qui viennent au Pays de Bitche génèrent donc des dépenses sur le territoire qui sont de 32,6 millions d'euros hors taxes. Et donc, qu'est-ce que ça apporte en tant que valeur ajoutée ? Alors, en termes de valeur ajoutée, ça va ramener des flux économiques qui vont circuler sur le territoire. On appelle ça les retombées économiques. Donc, il y a des retombées directes qui sont dans les entreprises caractéristiques du tourisme. Ça, c'est ce que tout le monde imagine. C'est la partie visible de l'iceberg dans les musées, dans les restaurants, etc. Il y a également des retombées indirectes dans les commerces, puisque les touristes qui sont présents, ils vont aussi faire le plein, ils vont aller dans les commerces, ils vont aller en pharmacie, etc.
Et il y a les retombées induites auxquelles on ne pense jamais. C'est-à-dire que s'il y a de l'activité touristique sur un territoire, et ben quand par exemple un établissement hôtelier va faire une rénovation, il va faire appel à un chauffagiste, il va faire appel à un peintre, etc. Les personnes qui travaillent dans les entreprises caractéristiques du tourisme vont aussi consommer sur le territoire. Donc tout ça, ça génère de nouveau de la valeur ajoutée, ça multiplie les flux économiques et on arrive à 25,4 millions d'euros en termes de valeur ajoutée qui est générée par l'activité touristique sur le territoire. Et ça permet aussi de créer de l'emploi, le tourisme ? Oui, tout à fait. Grâce à cette valeur ajoutée et au calcul qu'effectue la matrice, on sait que l'activité touristique au Pays de Bitche représente 450 emplois environ. Ok. Et pour terminer, vous avez un projet pour 2019, enfin un projet qui était déjà en cours, c'est de poursuivre l'accueil des blogueurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. Pour 2019, on aimerait continuer au niveau de l'Office de tourisme notre travail partenarial avec les blogueurs, qu'on a déjà débuté il y a de ça quelques années. On y travaille, c'est un travail presque quotidien parce que c'est des relations qui s'entretiennent avec les blogueurs et on souhaite conforter ça sur l'année 2019. On a eu vraiment un franc succès avec cette approche-là. Les blogueurs, quand ils viennent à la rencontre d'un territoire. Ils prennent leur temps, ils visitent le territoire, ils transmettent des émotions à leur communauté et puis c'est très porteur. On sait que tout de suite, on va avoir des demandes à l'Office de tourisme, etc. Merci beaucoup Corinne Gangloff d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je vous laisse maintenant en compagnie de Pierre-Jean Didiot, le maire de Sarralbe, qui fait le bilan de l'année 2018 et dévoile les projets pour 2019. Excellente journée à tous. Pierre-Jean Didiot, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir en mairie de Sarralbe. J'en profite aussi au nom de toute l'équipe de Mosaïque Cristal pour vous souhaiter une très bonne année. On va vous donner l'occasion à la fin de cette interview de présenter vos vœux à nos téléspectateurs, mais je voudrais d'abord qu'on revienne un peu sur l'année 2018. Quels ont été pour vous les événements marquants, les projets les plus marquants à Sarralbe ? Un événement marquant, ça a été notre dette qui était il y a quelques années encore de 7 millions d'euros. Qu'on a éteinte, et ce qui veut dire que nous démarrons au 1er janvier 2019 notre année avec une commune qui est complètement désendettée. Et c'était important qu'on arrive à ce désendettement parce que ce qui nous attend pour les 5 prochaines années, c'est un cofinancement très important de la part de la commune de Sarralbe pour le plan de prévention des risques technologiques de l'usine INEOS. Donc c'était une partie financière qui était importante que nous devions régler avant de rentrer dans une nouvelle phase de financement et qui va fortement peser sur le budget de la commune pour les 5 années à venir. L'année 2018 a été pour nous aussi la confirmation que toutes les actions que nous avons menées à côté et avec nos entreprises, que ce soit INEOS pour valider le plan de prévention des risques technologiques. Ça veut dire que l'entreprise peut rester, l'entreprise peut se restructurer, se moderniser et de rajouter plus de sécurité et pour les employés, mais surtout aussi pour nos riverains. Et au final, avec quand même l'élément le plus important, c'est de maintenir et l'activité industrielle, et l'emploi, et la sécurité. Nous avons eu aussi, avec l'accompagnement que nous avons mené avec l'entreprise Litch, qui est aujourd'hui l'entreprise la plus importante de Sarralbe, en leur permettant de développer leur bureau d'études, et bien que cette entreprise s'intègre totalement pleinement dans notre tissu industriel, avec aujourd'hui plus de 400 emplois. Nous avons participé au sauvetage réussi de Seco Métal qui s'appelle aujourd'hui FB2M. La commune de Sarralbe était en première ligne et je crois que ce que nous avons fait, sauver cet outil industriel. Aujourd'hui, nous en avons les premiers retours puisque les carnets de commandes sur 2019 sont pleins. Donc c'est un autre élément qui, pour 2018, a été un élément marquant. Sinon, bon nombre d'investissements au niveau de la commune, 5 églises, avec surtout l'église Saint-Martin avec la rénovation de la Flèche. Un terrain de foot synthétique, là on répond à une demande qui était forte de nos 2 clubs de football. Nous avons rénové un certain nombre de rues et de quartiers, le centre-ville avec la rue Clémenceau, la rue du Moulin.
une grande artère qui est la rue des Frères Herbette, donc c'est plus de 600 mètres. Nous avons investi beaucoup d'argent dans nos écoles, dans le périscolaire, pour être le plus présent aux côtés de nos enseignants et de nos élèves pour leur donner les meilleurs moyens pour aller de l'avant. Dans le domaine culturel, bon nombre de concerts, que ce soit au printemps, l'été musical que nous avons, le festival en fin d'année, là dans quelques jours, eh bien, le concert de Nouvel An, donc on a une véritable activité là-dessus. Dans le domaine de la nature, où beaucoup de choses se sont passées en 2018 avec les arboriculteurs qui se sont maintenant réellement installés, nous avons de la permaculture aussi, où une nouvelle association s'est installée, toutes les fêtes de la nature. Donc vous voyez, dans les différents domaines qui sont les nôtres, que ce soit la finance, où les choses aujourd'hui, on a des finances très saines, dans l'industrie, dans l'environnement, dans le cadre de vie, dans l'animation, eh bien je crois qu'on a eu une année qui a été très riche et très pleine. Alors une année intense, il y a aussi des chantiers qui ont démarré en 2018, qui ne sont pas forcément finis, qui vont se poursuivre en 2019. Alors je pense par exemple au pont de la Sarre ou bien l'école de Rèche aussi. Alors il y a 3 chantiers effectivement qui vont s'inscrire dans la réalité en 2019. Le pont de la Sarre qui avance à un bon rythme et d'ailleurs la commune cofinance une partie des travaux de ce pont de la Sarre. Nous sommes enfin arrivés au bout de l'ancien collège Cressot, puisque aujourd'hui la démolition est faite. Et là, en 2019, nous travaillions déjà sur un nouveau lotissement. L'école maternelle de Rèche, mais aussi la maison du temps libre, eh bien, elle sera ouverte. Les délais, pour l'instant, sont respectés pour le mois de septembre 2019. Donc c'est vrai que nous sommes déjà bien engagés sur des réalisations de 2019. Par rapport à d'autres communes, Sarralbe a perdu à peine une toute petite poignée d'habitants ces dernières années. Vous le disiez, le site de l'ancien collège Cressot va devenir lieu d'habitation. Est-ce que ça va contribuer aussi du coup à complètement inverser cette légère tendance ? Alors c'est vrai que parmi les communes de plus de 3500 habitants, depuis plus de 10 ans, nous faisons partie de la très rare ou d'une des très rares communes à rester légèrement positif. Nous sommes sur des tendances qui sont encore légèrement positives. Nous avons toujours, j'allais dire, un lotissement d'avance. Nous avons un lotissement des Tilleuls avec plus de 50 parcelles qui sont parties plus vite que ce que nous avions envisagé. Donc nous avons en 2018 d'ailleurs prévu un agrandissement. Aujourd'hui, 2 nouvelles parcelles sont disponibles. Sur ces nouvelles, 90% sont déjà réservées. Et là, nous travaillons de plein pied sur ce futur lotissement qui s'appelle le lotissement Cressot, où plus de 20 parcelles seront mises à disposition au début de 2020. Donc on est dans une dynamique effectivement tout le temps du renouvellement de la population, ce qui est important. Ce qui va d'ailleurs se traduire, je dirais un indicateur, c'est que nous aurons à la rentrée de septembre une ouverture au niveau du groupe Schumann, au niveau de l'école primaire. Ça prouve bien qu'il y a une dynamique en termes de génération. On a eu effectivement une très légère perte cette année en termes de nombre d'habitants, parce qu'on a eu une année un peu exceptionnelle en termes de décès. On a complètement décroché à ce niveau-là. Il y a eu, par rapport aux autres années, plus de 40 décès par rapport à la moyenne, ce qui fait qu'effectivement, nous avons eu ce léger décrochage, mais ce qui montre quand même que sur la durée, eh bien, on reste dans une dynamique qui est positive et ce qui est très encourageant pour notre commune. Dynamique positive aussi, et à quel point du côté de l'économie? Vous commenciez à en parler tout à l'heure en évoquant Litch International par exemple. Comment se porte Sarralbe économiquement? Sarralbe va plutôt bien. Ineos est en train d'investir, nous allons collectivement investir 36 millions d'euros dans cet outil industriel pour qu'il soit pérenne et pour que cette entreprise reste dans le paysage. Litch International poursuit sa croissance. Plus de 130 ingénieurs sont sur le site. La production marche pleinement. Tout ce qui est charpente métallique, j'ai parlé de FB2M, Secométal, la reprise s'est faite. Nous avons un hall industriel où nous avons retrouvé un repreneur, c'est la société Rucon, qui est encore installée pour l'instant sur une zone industrielle
industrielle voisine qui va venir s'installer sur Sarralbe. Nous avons Est Industrie qui est dans la chaudronnerie, et bien, qui a là encore agrandi un hall industriel et qui crée une nouvelle activité industrielle. Donc par rapport à toutes nos entreprises, par rapport à tout notre tissu industriel, on est dans des phases qui sont très positives. Voilà, donc je dis que ça va plutôt bien, parce qu'on est dans un contexte où on sent qu'économiquement, bien, les choses sont parfois un peu tendues, mais j'ai l'avantage de dire quand les autres disent on va très bien, nous on va plutôt bien, et quand les autres disent on va plutôt mal, j'ai plutôt tendance à dire qu'on va pas trop mal. En tant que maire de Sarralbe, pour l'année 2019, quels sont les projets qui vous tiennent le plus à cœur ? Un lotissement parce que nous allons accueillir une population nouvelle. Le PPRT qui va rentrer dans une phase active en termes de travaux, ça veut dire plus de sécurité pour cette usine et pour nos riverains. Je crois qu'il est important de comprendre un élément. Nous avons éteint la dette parce que nous allons devoir financer de façon très importante le plan de prévention des risques technologiques. C'est plus de 1,6 million d'euros que nous allons injecter dans cette usine dans les 5 prochaines années. Donc ça va impacter de façon très forte notre capacité d'investissement. Des investissements, il y en aura. Je vous ai parlé effectivement d'une école, d'une maison du temps libre. Je vous ai parlé d'un lotissement. Je vous ai pas encore parlé de plus de 700 000 € de travaux qui vont être réalisés au niveau du cimetière. Nous avons 3 rues en rénovation. Nous avons des projets importants au niveau de la salle culturelle maintenant qui a 20 ans où nous allons aussi encore investir de l'argent. Donc vous voyez que on va être sollicité de façon importante au niveau de nos finances. Nous continuons à aller de l'avant et à investir, mais avec toujours une très grande rigueur en termes de gestion. Et à titre personnel, vous voyez comment l'avenir? Est-ce que vous serez candidat au municipal en 2020? Alors je pense qu'en 2020, j'aurai encore la même énergie et le même dynamisme qu'aujourd'hui. Je vous ai dit que j'étais engagé dans une dynamique vis-à-vis d'Ineos et par rapport à des engagements financiers que nous avons pris, effectivement, qui va pratiquement couvrir le prochain mandat. Je crois qu'il faut vraiment des personnes aguerries en termes de gestion, très volontaires aussi pour la défense du tissu industriel. Je pense très modestement que j'ai cette capacité et ces qualités-là. Donc on vous retrouvera en campagne en 2020. Pour finir cet entretien aujourd'hui, je vous propose de profiter de cette période de début d'année pour présenter vos vœux aux téléspectateurs de Mosaïque Cristal. Voilà, je souhaite à vous, l'ensemble du personnel de Mosaïque qui est très nombreux, avec la bienvenue des Beachois qui viennent renforcer cette équipe qui était déjà très dynamique à la base, mais surtout de façon beaucoup plus large à l'ensemble de nos concitoyens. Je souhaiterais que l'ensemble de vos rêves que vous avez dans vos têtes, je souhaiterais vraiment que de façon vraiment importante, réelle, certains se réalisent et se concrétisent sur 2019. Mais pour cela, il faut une bonne santé. Donc c'est vraiment le préalable à une bonne année. Donc bonne santé à vous tous, de projets à toutes vos équipes et à tous nos concitoyens. Merci Pierre-Jean Didiot. Je vous en prie, belle journée à vous.